Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux finances sociales, plus particulièrement aux lois de financement de la sécurité sociale et à l'apparition de l'article 47-1 de la Constitution dans notre Constitution de la Ve République. Il est question de la révision constitutionnelle du 22 février 1996 et des modifications apportées à l'article 34 de la Constitution pour donner compétence aux législateurs pour voter les lois de financement de la sécurité sociale. On peut considérer que depuis 1996, les lois de financement de la sécurité sociale ont amené dans le giron du droit public, dans le domaine des finances publiques, les finances sociales qui jusqu'alors et depuis la création de la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale étaient affichées comme étant des finances privées car concernant les partenaires sociaux que sont les salariés et leurs employeurs. L'importance prise par ces finances sociales, le montant des cotisations versées et surtout, à partir des années 1990, le déficit accusé par le budget, que l'on peut considérer comme étant le budget de la sécurité sociale, ont conduit le législateur, ont conduit le gouvernement à vouloir jeter un œil beaucoup plus précis sur l'usage fait de ces cotisations sociales. C'est ce qui explique cette révision constitutionnelle de février 1996, donner compétence au Parlement pour exercer sur ces finances sociales un contrôle, alors non pas similaire, mais en tout cas parallèle à celui exercé sur les finances de l'État. C'est Alain Juppé, alors Premier ministre, qui a ainsi présenté ce texte portant modification de la Constitution devant les assemblées parlementaires qui étaient alors réunies en congrès, en indiquant que permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur le financement de la sécurité sociale est à la fois une nécessité démocratique et la condition de l'instauration d'un équilibre durable de notre système de protection sociale. Pour construire ce nouvel équilibre, il est essentiel que le Parlement puisse voter chaque année une loi de financement de la sécurité sociale. C'est ce qui explique les modifications apportées à l'article 34 de la Constitution. On y ajoute un alinéa par lequel on vient indiquer que le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Là ici, de la même manière que, s'agissant des lois de finances, il est renvoyé à un texte organique qui, au début de la Ve République, était l'ordonnance du 2 janvier 1959, remplacée le 1er août 2001 par la LOLF, eh bien, selon cette même logique, le texte constitutionnel renvoie à un texte organique pour les détails d'adoption de contenu des lois de financement de la sécurité sociale. Ces textes organiques ont successivement été une loi de juillet 1996 qui a ensuite été remplacée par une loi organique du 2 août 2005 qui s'inscrit ici totalement dans la logique de la LOLF puisqu'on a voulu fixer des objectifs en termes d'emploi des fonds contenus dans le cadre de ces lois de financement de la sécurité sociale. C'est également un nouvel article qui a été introduit au sein de la Constitution, l'article 47-1 de la Constitution, qui est quasiment un copier-coller de l'article 47 consacré aux lois de finances. On y apporte les modifications nécessaires et notamment on modifie les délais. Souvenons-nous que dans l'article 47 de la Constitution, le délai fixé pour l'adoption de la loi de finances, il est de 70 jours, réparti à raison de 40 jours pour l'Assemblée nationale et 15 jours pour le Sénat. Avec l'article 47-1, le Parlement dispose de 50 jours pour adopter les lois de financement de la sécurité sociale à raison de 20 jours pour l'Assemblée nationale et 15 jours pour le Sénat. Le texte vient nous dire que si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par une ordonnance. Disposition, en tout cas dernier alinéa, la mise en œuvre possible par ordonnance qui n'a jamais été pratiquée depuis la révision constitutionnelle de 1996.
Alors il faut bien comprendre que cette consécration des finances sociales au travers de cette révision constitutionnelle, cette consécration tardive au travers de ce rapatriement des finances sociales dans le giron des finances publiques est tardif. Ce rapatriement tardif s'explique notamment par la situation de déficit enregistrée par la sécurité sociale et qui fera l'objet de la vidéo suivante. Et c'est ce qui justifie donc de reconnaître compétence au Parlement pour exercer à minima un contrôle sur l'emploi des fonds dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Alors, élément de vocabulaire très important. On parle bien de loi de financement de la sécurité sociale et non pas de loi de finances. La distinction ici est essentielle. Pourquoi ne pas avoir transposé le vocabulaire des lois de finances en retenant la formule de loi de finances de la sécurité sociale pour marquer une distinction très importante entre les deux. En ce qui concerne les lois de finances, on a affaire à des plafond de dépenses, c'est un élément sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Plafond de dépenses, ça signifie qu'à un moment donné, sur la ligne de crédit, lorsque celle-ci arrive proche de zéro et qu'il n'y a plus suffisamment d'argent sur cette ligne de crédit pour pouvoir engager une dépense publique, eh bien, les autorités administratives en place, les services administratifs sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qui a été prévu sur la ligne de crédit. Et cela suppose une démarche, alors soit on invite le Parlement au moyen d'une loi de finances rectificative à abonder les crédits nécessaires, soit si les conditions sont réunies, le gouvernement peut agir de son propre chef et ouvrir des crédits supplémentaires, mais dans ce cas-là, ça s'opère au moyen d'un décret, le plus souvent. Et donc ici, surtout, il faut comprendre que la décision d'ouvrir des crédits supplémentaires, si ceux-ci n'apparaissent pas suffisants dans la loi de finances, eh bien, relève soit de la loi, soit du décret, en l'occurrence du pouvoir réglementaire du gouvernement. Ce n'est pas une petite décision donc ici. Et c'est ce qui explique effectivement que les lois de finances se caractérisent par ce plafond de dépenses que l'on ne rencontre pas pour les lois de financement de la sécurité sociale, car en effet, pour les lois de financement, on n'a pas affaire à des plafonds de dépenses, il s'agit d'objectifs de dépenses, c'est-à-dire d'objectifs que l'on espère atteindre, en l'occurrence et sous-entendu ne pas les dépasser. L'objectif par exemple de maîtrise des dépenses d'assurance maladie, objectif que l'on espère ne pas dépasser, mais qui, si effectivement à l'instant T dans le courant de l'année, les dépenses d'assurance maladie s'avèrent être plus importantes que l'on ne pouvait le supposer, en tout cas qu'on ne l'avait envisagé, eh bien la décision, en tout cas la possibilité d'ouvrir des crédits supplémentaires ne relève pas immédiatement du gouvernement. Les autorités en charge de la sécurité sociale disposent de marge de manœuvre pour agir de leur propre chef et libérer des crédits supplémentaires afin de s'assurer effectivement que les engagements en termes de remboursement puissent être respectés. Je vous en donne l'exemple très concret. Vous allez voir votre médecin au mois d'octobre, novembre, décembre. Peut-être que l'objectif fixé dans la loi de financement a déjà été dépassé depuis quelques semaines, voire quelques mois. Toujours est-il qu'à aucun moment on ne vous oppose un refus de paiement, de remboursement de la visite que vous avez réalisée auprès de votre médecin traitant. Eh bien, c'est cette logique-là qui transparaît au travers de ces vocabulaires de loi de finances d'un côté, loi de financement de l'autre. Loi de finances, vous avez affaire à des plafonds de dépenses, ce qui explique qu'un comptable, le comptable public, lorsqu'on lui demande de payer une dépense et qu'il n'y a plus suffisamment d'argent en caisse, il va pouvoir opposer un refus de paiement dans l'attente effectivement des crédits supplémentaires qui lui seront ouverts et qui vont abonder sa ligne de crédit. À l'inverse, au niveau de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne refusent jamais un remboursement au prétexte qu'il n'y a plus suffisamment d'argent en caisse et qu'il faut finalement attendre que la trésorerie soit alimentée. Voilà pour ces éléments, pour ces quelques précisions apportées ici au travers de cette consécration des lois de financement de la sécurité sociale. Alors il faut savoir que les lois de financement de la sécurité sociale répondent à une présentation assez précise, comme les lois de finances d'ailleurs. Elles sont composées de 4 parties. Globalement, ici je résume. La première partie fait un point sur l'année écoulée.
La deuxième partie fait un point sur l'année en cours. La troisième partie est consacrée à l'équilibre du budget de la sécurité sociale pour l'année à venir et aux recettes à encaisser. Et la quatrième et dernière partie de la loi de financement correspond aux dépenses prévues pour l'année à venir de la sécurité sociale. Ici, vous maîtrisez, vous comprenez la différence déjà à constater par rapport aux lois de finances. Il y a quand même un élément majeur ici à prendre en compte, c'est notamment la première partie qui opère le constat des dépenses réalisées sur l'année écoulée. Il n'existe pas en effet, au niveau de la sécurité sociale, l'équivalent d'une loi de règlement pour le budget de l'État. Les résultats de l'année écoulée sont contenus tout à la fois, sont contenus dans la loi de financement de la sécurité sociale qui correspond au crédit ouvert pour l'année à venir. Même chose, vous constatez également que la loi de financement de la sécurité sociale, qui est donc adoptée au mois de décembre et qui est consacrée à l'exercice suivant, contient également dans sa deuxième partie les résultats de l'exercice en cours, ainsi un petit peu à la manière des lois de finances rectificatives. Et donc la possibilité en LFSS d'apporter des modifications à l'exercice en cours au mois de décembre, au moment où le texte est adopté par les assemblées parlementaires. Là également, une évolution, en tout cas une différence à constater, où lorsque le gouvernement veut apporter des modifications à la loi de finances, il va recourir aux lois de finances rectificatives et constater également que la loi de règlement concernant le budget de l'État ne concerne véritablement que l'exercice écoulé et ne comprend jamais de dispositions concernant l'exercice en cours. Voilà pour la différence à constater ici. Alors, bien évidemment, le fait que la loi de financement de la sécurité sociale soit aussi riche dans son contenu explique qu'il y ait peu de lois de financement rectificatives qui soient adoptées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais pour vous en donner un exemple, sur la période, en tout cas depuis 1996, on peut citer l'exemple des années 2011 et 2014 où on a eu une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Dernière précision à vous apporter sur les lois de financement de la sécurité sociale pour un petit peu mettre le pied à l'étrier sur le sujet. Depuis 1996 et donc depuis la première loi de financement concernant l'exercice 1997, il faut savoir que le Conseil constitutionnel a été systématiquement saisi de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale adoptée en décembre. On a donc ici une source d'information relativement conséquente au regard du contenu, de la richesse des apports de ces décisions du Conseil constitutionnel, et avec notamment une approche assez précise du contenu de ces lois de financement. Je viens de les citer, elles sont en 4 parties, elles répondent à la même logique que les lois de finances, c'est-à-dire que le contenu est bien prévu par le texte organique, et par exception, tout ce qui n'y aurait pas sa place n'a pas vocation à être entériné à l'occasion de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Les décisions du Conseil constitutionnel sont donc l'occasion de vérifier que le contenu de ces lois de financement correspond bien au texte organique, et dans l'hypothèse où une disposition s'y trouverait alors qu'elle n'y a pas sa place, eh bien le Conseil constitutionnel vient les censurer au titre de la notion de cavalier social. Pour plus de précision, je vous renvoie en commentaire à la vidéo qui correspondra à l'étude des cavaliers sociaux. Là, on pourra effectivement faire un beau parallèle avec la même pratique constatée pour les lois de finances, en l'occurrence les cavaliers budgétaires. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo et cette approche des finances sociales au travers de leur véhicule principal que sont les lois de financement de la sécurité sociale. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.